Une rencontre avait lieu jeudi 24 novembre 2022 à la librairie Ombre Blanche avec Peter Sundy, philosophe et musicologue, professeur de littérature comparée à l'université Brown aux États-Unis, à l'occasion de la publication de son livre Pouvoir de la lecture aux éditions La Découverte. Bonne écoute. Alors, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus ce soir à la librairie Ombre Blanche à la rencontre de Peter Sundy, qui nous fait le grand plaisir d'avoir accepté notre invitation et qui vient nous présenter son dernier livre, son dernier essai qui est paru au mois d'août aux éditions de La Découverte. L'œuvre précédente, les œuvres précédentes sont parues plutôt aux éditions de Minuit. Ce titre-là, à La Découverte, dans la collection Terrain philosophique. Le livre s'appelle Pouvoir de la lecture. Il est sous-titré De Platon au livre électronique. Et donc c'est un essai sur les pouvoirs de la lecture, pas au sens simple auquel on aurait pu s'attendre, les pouvoirs de la lecture que sont l'imaginaire, la libération, la connaissance. Là, il est plutôt question de politique de la lecture, de ce qui se joue en nous quand nous lisons. Quelques mots encore de présentation. Merci à vous déjà d'avoir accepté notre invitation et d'être là. Vous êtes donc philosophe, musicologue, vous enseignez la philosophie à l'université de Paris-Nanterre et vous êtes conseiller auprès de la Cité de la musique à Paris. Vous êtes l'auteur, donc, comme je disais, d'une douzaine d'essais parus principalement aux éditions de Minuit. Vos travaux portent notamment sur la musique, sur la notion d'écoute. Ainsi, le titre paru en 2001, Écoute, une histoire de nos oreilles. Plus tardivement, Sur écoute, esthétique de l'espionnage en 2007, ou encore Tube, la philosophie dans le jukebox en 2008. Vos plus récents travaux sont consacrés à l'image, la lecture politique, économique ou écologique de l'image, dans un essai notamment qui s'appelle Le supermarché du visible, essai d'économie en 2017, ou Pour une écologie de l'image paru l'an dernier. Mais les réflexions que vous menez sur la lecture ne sont pas récentes. Elles ont fait l'objet d'un livre paru en 2004 qui sert peut-être de base à ce travail. Un texte qui s'appelle Les prophéties du texte Léviathan, lire selon Melville, et qui était paru donc, voilà, en 2004. Il est question dans ce livre Pouvoir de la lecture à nouveau du Léviathan, de Hobbes et de Melville un petit peu moins, mais en tout cas du Léviathan. Et on aura peut-être l'occasion de parler du lien qui unit justement ces différents travaux de réflexion entre la lecture, l'écoute, l'image, à chaque fois des sens qui sont mobilisés, et voir quelles sont les similitudes et peut-être les différences qui existent entre ces différents supports et ces différents objets. Voilà, donc comme je disais, ce livre est plutôt le pouvoir, il faut le comprendre au sens politique. Vous proposez comme vous dites, une micro-politique de la lecture, de ce qui se joue de rapports de force à l'intérieur même du lecteur, avec cette question qui est à la fois étonnante et en même temps logique. Qui lit en moi lorsque je lis? Je crois que c'est une question que vous posez au début de ce texte. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une réflexion donc philosophique, mais qui est basée sur aussi des œuvres littéraires. Ça commence par Platon, donc plutôt dans le registre de la philosophie, mais ensuite on peut lire les contes d'Hoffmann, Sade beaucoup, Italo Calvino, Laszlo Krasznahorkai. Donc vous basez votre travail vraiment sur des œuvres littéraires et romanesques. Je vais vous laisser la parole parce que les gens sont là pour vous écouter et pas pour m'écouter moi. Avec une première question un peu générale sur... vous faites un panorama au départ des théories de la lecture qui font florès dans le domaine notamment anglo-saxon, avec un nombre assez faramineux de méthodes de lecture, la close reading, distant reading, surface reading, just reading, reparative reading, pardon, j'ai un accent anglais déplorable. En quoi votre démarche diffère-t-elle de ces recherches-là? Est-ce que vous pouvez malgré tout nous dresser un petit panorama de ces théories de la lecture? Bien sûr. Pardon.
Alors d'abord, un grand merci pour cette invitation et merci à toutes et à tous d'être venus écouter cette conversation. Donc effectivement, bon, vous avez dit beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir revenir. Bon, je vais répondre d'abord directement à la question que vous me posez, ce qui peut-être me permettra aussi effectivement de différencier un peu l'approche que j'ai suivie de toutes ces approches qui ont cours dans les études littéraires anglo-saxonnes, mais aussi françaises. Donc il s'agit d'un livre effectivement plutôt de philosophie, mais comme vous l'avez dit, je me laisse guider par un certain nombre d'œuvres littéraires que vous avez énumérées, pas toutes, il y en a d'autres, il y a Paul Valéry, voilà. Donc ces œuvres littéraires, en fait, elles proposent dans le livre ce que j'appelle des scènes de lecture, c'est-à-dire des moments dans les œuvres en question où nous qui lisons, eh bien, tout d'un coup, nous nous retrouvons à lire une scène où des gens lisent, des personnages lisent. Et donc, nous lisons en quelque sorte l'image de nous-mêmes, où nous nous retrouvons un peu dans une position comparable à celle qu'on peut avoir dans un musée lorsqu'on déambule dans des salles d'exposition et tout d'un coup on se retrouve devant un tableau où il y a un personnage qui lit. Ça arrive souvent, il y en a des très beaux d'ailleurs. Et alors on se retrouve voilà, dans une position où finalement on s'interroge sur ce qu'on est en train de faire tout en le faisant. C'est un peu l'idée qui m'a guidé pour le choix de ces scènes de lecture. Mais donc, ça, c'est une approche qui est pas propre à moi. Mais disons, ce qui différencie sans doute ce livre, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, d'un certain nombre d'approches qui relèvent plus de la théorie littéraire, c'est qu'au fond, toutes les théories de la lecture que vous avez mentionnées, il y en a effectivement beaucoup, elles prolifèrent surtout dans les études littéraires anglo-saxonnes où on parle de close reading. Ça veut dire en fait, c'est un peu comme l'explication de texte à la française. Il y a des rapports historiques d'ailleurs. Close reading, ça veut dire lire de près. Donc tout d'un coup, on analyse chaque mot, ou alors au contraire, il y a des théoriciens de la littérature qui ont pris l'exact contre-pied et qui se sont mis à dire que finalement, il faut arrêter de lire de près, mais il faut lire de loin. C'est-à-dire pratiquer ce qu'en anglais on a pu appeler distant reading. C'est quelqu'un qui s'appelle Franco Moretti qui a lancé cette mode, parce que c'était vraiment une mode qui allait de pair d'ailleurs aussi avec un certain nombre d'outils numériques pour étudier les textes littéraires. Donc, distant reading, selon Franco Moretti, ça voulait dire on ne va pas lire le texte, mais en fait, on va faire des statistiques sur les livres, sur les thèmes, sur les dates de publication, etc. Donc, il y a tout un panorama entre lire de près, lire de loin, lire de manière symptomale aussi. Ça, en l'occurrence, c'est une manière de lire qui vient plutôt de la France. C'est même quelque chose, par exemple, qui a été développé par Louis Althusser dans sa lecture de Marx, où en fait on lit le texte littéraire ou théorique pour y entendre ce que le texte ne dit pas explicitement, mais ce qui est sous-entendu, des symptômes. Toutes ces approches, donc, que je respecte énormément et qui m'intéressent énormément, je dirais qu'elles présupposent quelque chose qui est passé sous silence et qui est le simple fait ou l'acte de lire. Parce que, en fait, dans toutes ces approches, il est déjà question de ce qu'on lit et de comment on le lit, c'est-à-dire de comment on l'interprète. Mais ce dont ces approches ne parlent pas, c'est précisément, je dirais, de l'expérience, j'ai envie de dire, phénoménologique, enfin l'expérience vraiment vécue de la lecture. Alors je m'explique, c'est un peu abstrait comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand on lit ? Eh bien, mon hypothèse, c'est pas une hypothèse, c'est une expérience, et je crois qu'on la partage tous, c'est que quand on lit, ce qui est en jeu, c'est une voix. Et pas exactement une voix d'ailleurs, mais plusieurs voix. Ça, c'est vraiment mon point de départ. Et je crois, pour le dire en termes très simples, qu'on peut tous tourner nos oreilles vers l'intérieur, c'est-à-dire écouter ce qui se passe en nous
quand nous lisons. Et j'espère que vous en conviendrez, même si des fois on a tendance à l'oublier. En fait, ce qui se passe en nous quand on lit, c'est qu'on entend une voix. On entend une voix qui phrase le texte. Alors cette voix, elle n'est pas nécessairement, et je dirais même, elle n'est pas essentiellement la nôtre. Moi, souvent, je ne la reconnais pas. Je ne la reconnais pas comme mienne. Je ne dirais pas non plus que c'est la voix de l'auteur. D'ailleurs, ça peut être même gênant quand on va écouter un auteur, une auteure qu'on aime, et puis on se rend compte que c'est pas la voix qu'on avait en tête. Ça ne veut pas dire que la voix qu'on avait en tête en lisant l'auteur en question, c'était la mienne, mais ça veut dire que c'est ni la mienne, ni la voix de l'auteur. Donc qu'est-ce que c'est cette voix ? Alors je fais une hypothèse là aussi assez simple, mais en même temps troublante. C'est que cette voix, elle est un lointain héritage de ce qui se passait à une époque où la lecture se faisait essentiellement à haute voix. Alors, je suppose que vous avez tous et toutes entendu dire, et c'est juste dans une large mesure, que dans l'histoire de la lecture, depuis les millénaires que dure l'histoire de la lecture, on est passé, pas d'un jour à l'autre, mais progressivement, à une lecture plutôt silencieuse. Voilà, et plutôt dans notre fort intérieur. Une lecture tacite, taciturne. Exactement, exactement. Ça, c'est une très belle expression de Isidore de Séville que je cite à un moment, qui utilise ce très bel adjectif, tacite en latin. Donc une lecture murmurante. Les scientifiques, les neuroscientifiques qui s'intéressent à ce phénomène de la lecture silencieuse parlent de subvocalisation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une voix qu'on entend vraiment, mais enfin toutes les zones du cerveau qui sont liées à l'oralité, à la vocalisation, sont activées. C'est un peu comme le discours intérieur qu'on se fait quand on a des pensées, on se dit des choses. Donc il y a cette voix, et cette voix donc, qui est aujourd'hui majoritairement silencieuse, quoi qu'on pourrait discuter ça, et on pourra y revenir d'ailleurs, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une renaissance quand même de l'oralité de la lecture. La lecture redevient très largement un phénomène oral, ne serait-ce que par la grande vogue et la grande importance que prennent les livres audio. Ça devient un phénomène immense. Ou même les podcasts ou les émissions sur France Culture, notamment de lecture de textes. Absolument. D'ailleurs, je suppose que vous devez avoir un rayon livre audio quelque part. Voilà. Je ne sais pas combien d'ailleurs parmi vous écoutent des livres audio. C'est d'ailleurs une question très intéressante parce qu'on ne sait pas très bien quel verbe employer. Moi, je ne sais pas si je dois dire que je lis un livre audio ou que j'écoute un livre audio. Si je dis que j'écoute un livre audio, il me semble qu'il manque quelque chose. Je manque quelque chose de l'expérience que c'est de ce rapport avec le livre audio, qui n'est pas le même rapport que écouter de la musique. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de la lecture, mais c'est intéressant qu'on hésite sur le mot, parce que, et j'en fais pas une question de principe ou de valeur, c'est juste que ça m'intéresse, parce que cette hésitation sur le verbe veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, de se reconfigurer dans notre attitude vis-à-vis de la lecture. Oui, et vous citez d'ailleurs juste à ce propos une phrase d'un auteur anglo-saxon dont j'ai oublié le nom, mais qui dit la lecture audio est la seule dont on est presque à s'excuser. Exactement, oui. Ça, c'est une phrase que j'ai trouvée dans un livre très intéressant. C'est un historien anglo-saxon, Matthew Rubery, il s'appelle, qui a écrit une histoire du livre audio. Et d'ailleurs, j'en parle au tout début du livre, j'étais en train de lire son livre, je le lisais sur une tablette, ce qui m'arrive, surtout quand je dois voyager et que je ne peux pas emporter trop de livres. Et donc, je lisais ce livre sur la tablette, je tombe sur cette phrase que vous venez de citer, où il note comme en passant que quand on lit un livre audio, eh bien, souvent les gens qui vous en parlent, ils s'excusent un peu, comme s'ils ne l'avaient pas vraiment lu. Et donc, cette phrase m'intéresse, je m'apprête à la surligner, comme on fait dans les éditions électroniques, comme on peut le faire. Vous mettez une couleur dessus, et au moment où je m'apprête à la surligner, eh bien, je m'aperçois que cette phrase est déjà discrètement soulignée dans mon
exemplaire sur ma tablette. Et donc, je touche ce soulignement, apparaît une bulle, vous savez, dans les hypertextes, il y a des bulles qui apparaissent, qui me dit 4 autres personnes ont déjà surligné cette phrase. Voilà. Alors je le raconte au début, j'étais presque vexé, parce que je me suis dit, voilà, on a tendance à penser que justement, comme la lecture est dans notre imaginaire quelque chose de solitaire et d'absolument singulier, je me suis dit comment d'abord ils, je ne sais pas qui serait-ils, mais comment peuvent-ils savoir que j'allais souligner cette phrase? Puis après je me suis dit mais non, ils ne le savent pas. Et puis ça m'a en quelque sorte privé de ce fantasme de singularité que j'imaginais. Mais ça m'a aussi beaucoup intéressé une fois la surprise et la désillusion passée, parce que je me suis dit finalement cette situation qui semble être propre au livre électronique et qui a bien sûr des côtés assez inquiétants. C'est-à-dire, en fait, quand vous lisez des livres électroniques, vous laissez des traces en tant que lecteur, vous surlignez ou soulignez une phrase, et ces traces sont comptabilisées. Je veux dire, elles font l'objet d'une computation, et c'est mis dans la boucle des recommandations que les libraires électroniques peuvent vous faire. Voilà. Donc vous avez surligné ou souligné cette phrase, et du coup probablement vous êtes intéressé à telle ou telle chose, et du coup on va vous recommander tel ou tel livre. Et donc ça, bien sûr, c'est très gênant et c'est un peu frustrant même. Mais en même temps, je me disais, finalement, c'est ce qui arrive depuis que les lecteurs annotent ce qu'ils lisent. Combien de fois ça m'est arrivé de trouver avec plaisir, avec bonheur ou avec irritation d'ailleurs, des livres surlignés, soulignés, des annotations dans les marges quand j'emprunte un livre en bibliothèque. Et puis il y a même parfois un fétichisme de l'annotation. Par exemple, quand on va dans une archive, comme ça m'est arrivé, j'étais dans une bibliothèque universitaire américaine qui a acheté toute la bibliothèque de Jacques Derrida, qui était un philosophe très important pour moi. Et donc, je me suis retrouvé un peu comme un enfant dans un magasin de jouets, en train de feuilleter les livres annotés par Derrida et en train de lire ces annotations, presque plus que le texte, finalement. Donc, cette espèce cette situation qui me semblait si gênante à la lecture du livre électronique, avec la phrase surlignée d'avance pour moi, finalement, je me disais que ça correspond à quelque chose qui traverse toute l'histoire du livre. Donc, juste pour revenir à ce que j'étais sur le point de dire avant cette longue digression, je voulais juste dire que l'hypothèse de base, en fait, que je fais, c'est que cette voix intérieure qui lit en nous, c'est donc un héritage de situations de lecture antiques qui sont devenues silencieuses, quoique pas complètement, disons pas exclusivement. Et donc moi je fais un peu le trajet inverse de celui que font les historiens de la lecture habituellement. Les historiens de la lecture vous expliquent magnifiquement, je pense à Roger Chartier entre autres, que la lecture est petit à petit devenue silencieuse et qu'il y a des formes de lecture oralisée qui survivent. Moi je pars de l'expérience de la lecture silencieuse et je fais l'hypothèse que en fait ce qui se passe en nous et qu'on oublie, dont on ne se rend pas compte, on peut se le représenter en revenant à ces situations de lecture à haute voix. C'est-à-dire qu'en fait, quand moi je lis silencieusement, il se passe en moi ce qui se passait par exemple au temps de Platon. J'en prends quelques exemples dans des dialogues. Prenons l'exemple du thé-tête de Platon, juste le prologue. Il y a un personnage qui prend le livre, qui s'appelait biblion en grec, qui était en fait un rouleau à l'époque. Il prend le livre, il se tourne vers celui qui était à l'époque un esclave lecteur, parce que c'est comme ça que ça se passait. Il lui tend le rouleau et il lui dit « Prends le livre, garçon, jeune homme, et lis ». Donc il lui ordonne de lire.
L'esclave lecteur qui portait un nom en Grèce, on l'appelait anagnoste, prend le rouleau, se met à le lire à haute voix pour quelqu'un d'autre, donc pour un troisième personnage qui, lui, écoute. Alors, je fais l'hypothèse donc que quand on lit silencieusement, tous ces rôles, et ça fait beaucoup de monde dans une scène de lecture, donc il y a celui ou celle qui ordonne de lire, qui incarne l'impératif de lecture, lit. Il y a celui ou celle qui lit à haute voix de manière un peu neutre ou plus ou moins mécanique, un peu comme un phonographe, et c'est l'anagnoste, l'esclave lecteur. Il y a celui ou celle qui écoute, qui prête l'oreille à cette lecture qu'on lui fait. Tous ces personnages, eh bien, ils survivent en nous quand nous lisons à voix basse ou quand nous murmurons dans notre fort intérieur. Et je vous en donne, pour essayer de vous convaincre que cette hypothèse n'est pas arbitraire, que c'est pas juste une vue de mon esprit, je crois qu'on peut tous penser à une expérience très simple qu'on fait en lisant, et qui est précisément quand la lecture marche pas très bien, quand on décroche. Donc, imaginez, souvenez-vous, quand vous lisez un passage, vous entendez le texte qui est prononcé en vous, et puis au bout d'une page, un paragraphe, je ne sais pas, vous vous apercevez que vous entendiez le texte, mais vous n'avez rien compris. Pas, et j'insiste, pas parce que c'est trop compliqué, ou parce que c'est pas une question de sens, mais vous n'avez juste pas écouté. Voilà, vous étiez ailleurs. Après, on peut discuter, bien sûr, sur la question du sens, mais ça vient après. C'est pour ça que je disais que toutes ces théories de la lecture qui sont passionnantes, lecture de près, lecture de loin, elles présupposent déjà qu'on a un accès au texte. Mais qu'est-ce qui se passe avant ou quand on est sur le point d'accéder au texte? Eh bien, c'est tout ce partage des voix, c'est toute cette scène vocale, au fond. Donc, il y a une voix qui lit en moi, j'écoute cette voix qui lit en moi, et puis peut-être je ne l'écoute pas d'ailleurs, donc peut-être je pense à autre chose, peut-être tout d'un coup je me ressaisis et je me dis mais ça fait 2 pages qu'en fait j'entends rien, et donc je me dis eh bien écoute, voilà, donc il y a de l'impératif qui ressurgit. Ou peut-être j'ordonne silencieusement à cette voix de reprendre. Et donc je fais exactement le geste que faisait le personnage du prologue du Tête de Platon, en disant « Prends le livre, jeune homme, et lis », et puis l'autre écoute. Voilà. Alors j'essaye de donner en fait des noms à tous ces personnages, histoire de les faire apparaître sur cette scène de lecture intérieure, où en fait, la plupart du temps, on les oublie. Et j'ajouterais même, entre parenthèses, heureusement qu'on les oublie, parce que sinon on ne lirait pas le texte, mais on écouterait toutes ces voix. Donc il faut les oublier pour lire le texte, pour être dans le texte, comme on dit. Il faut qu'ils deviennent transparents, ces personnages. Et en même temps, je pense que c'est important qu'on ait conscience aussi, qu'on puisse jouer avec leur apparition ou disparition. Et donc je leur donne des noms, qui sont ces noms hérités de l'Antiquité. La voix lisante, je l'appelle anagnoste. Voilà. L'impératif, eh bien oui, c'est l'impératif de lecture, on pourra en reparler. Et puis, je donne aussi un nom à la position ou au rôle qui consiste à écouter le texte lu. Et là, en fait, on n'a pas de nom hérité de l'histoire de la lecture. Il n'y a jamais personne, à ma connaissance en tout cas, n'a inventé un nom pour désigner la place de l'auditeur de lecture, en fait. Et donc, je lui donne tout simplement un nom qui est calqué sur toute une série de noms comme destinataire. Dans les études littéraires, on parle de narrateur. Le narrateur, c'est celui qui raconte. Et le ou la narrateur, c'est la personne à qui on raconte. Donc je l'appelle tout simplement lecteur. Voilà. Donc il y a, et je crois que c'est très important parce que il faut distinguer à l'intérieur de ce qu'on appelle massivement et globalement le lecteur ou la lectrice, qui englobe en fait tous ces rôles. Il faut distinguer l'anagnoste, donc la voix lisante, la pure voix lisante, la lecteur ou le lecteur, c'est-à-dire cette position d'écoute, et puis l'impératif, qui consiste à dire « prends et lis ». Voilà. Et avant d'avancer justement, par exemple, vers
cet impératif. Juste une question sur la forme que vous donnez à votre texte, parce que justement, souvent vous dites, avant d'ouvrir par exemple Sade ou Calvino ou Krishnamurti, vous adressez au lecteur et vous lui dites, lisons. Donc il y a même là, c'est vertigineux, parce qu'il y a une sorte de mise en abîme de ces voix. Et donc vous jouez un petit peu avec ça. Il y a des lignes parfois qui disparaissent, des blancs sur la page. Est-ce que c'était seulement pour vous amuser et détendre un peu l'atmosphère, ou est-ce que ça a aussi un sens, cette mise en abîme comme ça des lectures? Alors, je vous remercie de poser cette question parce que c'est quelque chose à quoi je tenais beaucoup. Bien sûr, il y a une part de jeu. Donc, concrètement, ça veut dire que, par exemple, le livre commence avec les premières lignes du livre sont pratiquement blanches. On lit, mais pas très bien. Enfin, on devine ce qui est imprimé. Et puis, petit à petit, ces lignes blanches deviennent grises, puis noires. Et donc, on commence à lire, mais en réalité, on a commencé à lire avant qu'on commence vraiment à lire. Donc, bien sûr, il y a une part de jeu avec la typographie. On peut penser qu'il y a une longue tradition de ça, d'ailleurs, dans la littérature. Si vous pensez à un roman qui est probablement un de mes romans préférés, le roman de Lawrence Stern, Tristram Shandy, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui est un roman anglais du XVIIIe siècle. Tristram Shandy est plein de décrochages. Vous avez tout d'un coup des pages blanches, des paragraphes, un saut de paragraphe qui est un saut de chapitre. Le lecteur est sans cesse interpellé, etc. Donc j'ai essayé de jouer avec ça, mais au-delà du jeu, c'était aussi une manière d'inscrire dans le livre, non seulement dans son écriture, mais aussi dans sa facture, dans sa typographie, d'inscrire en fait tous ces moments que j'appelle les zones grises de la lecture. C'est-à-dire ces moments où justement ces différentes voix et ces différents rôles que nous portons en nous en tant que lecteurs, eh bien, sont pas synchronisés. Le moment où finalement on n'a pas encore produit cette synchronisation parfaite ou idéale qui est, je dirais, la vitesse de croisière qu'on aimerait atteindre en tant que lecteur, où tout est en place, le lecteur écoute l'anagnoste et il n'y a plus besoin de penser à l'impératif de lecture et on est dans le texte, comme on dit banalement. Et donc c'était une manière de mettre en scène ces décrochages. Comme je vous disais au début, comme si la lecture avait déjà commencé, comme si on entendait déjà une voix mais qu'on n'écoute pas vraiment encore, ou bien à certains moments ça décroche au contraire, et donc le texte se dissout dans une espèce de fondu au blanc à la fin d'un chapitre, et donc on ne sait pas très bien si on est encore en train de lire ou déjà plus. Il y a ces moments de flottement dans la lecture, et qui sont des moments très importants, non seulement pour toutes les raisons que je viens de dire, parce que ce qui est en jeu dans ces moments, c'est précisément le nouage de toutes ces voix pour qu'elles marchent ensemble, mais ce sont aussi des moments, et ça c'est très intéressant, moi je m'intéresse beaucoup à ça, ce sont des moments où le lecteur ou la lectrice est en avance ou en retard sur quoi? Je dirais sur lui-même ou sur elle-même. Alors, ça paraît un peu étrange dit comme ça, mais si vous acceptez de me suivre dans l'hypothèse qu'on est plusieurs à lire, même quand on lit tout seul, c'est-à-dire qu'on a en nous tous ces rôles, anagnoste, lecteur, impératif, eh bien, quand justement la synchronie n'est pas parfaite, et quand on n'oublie pas tout ce théâtre intérieur, mais qu'on en prend conscience, eh bien, au fond, comme on disait, la voix de l'anagnoste peut être déjà en train de lire, mais l'attention du lecteur n'est pas encore enclenchée. Donc, il y a des décalages en nous. Et je crois que ça, c'est très important dans l'expérience qu'on a de la lecture. C'est même toute sa richesse et toute sa fascination. C'est-à-dire qu'en tant que lecteur, des fois, on est en avance ou en retard sur ce qu'une part de nous est déjà en train de lire ou pas encore. Voilà. Ça lit déjà en nous, mais on n'y prête pas encore attention. Après, on rattrape ce mouvement, on s'accroche à ce mouvement, ou au contraire, on laisse filer la lecture et elle nous échappe, elle nous devance. Voilà. Donc cette espèce d'élasticité temporelle
que nous vivons, dont nous faisons l'expérience. Je crois que c'est vraiment un des grands plaisirs de la lecture, ce qui peut-être d'ailleurs nous conduit à ce que vous disiez en guise d'introduction à propos de ce terme pouvoir et à propos je dirais, de l'ambivalence ou de la complexité de ce terme, parce que, donc je viens de dire le plaisir de la lecture. On m'a souvent fait la remarque, on pourra en reparler, que dans ce livre, je parle au fond des contraintes qui pèsent sur le lecteur. Je vous ai parlé de l'impératif, des relations de pouvoir, de hiérarchie. Il est question de l'esclave lecteur à qui on ordonne de lire. Et souvent, il y a des gens qui m'ont dit, mais alors le plaisir dans tout ça. Mais je crois que le plaisir qu'on prend à la lecture, il est exactement à la mesure aussi des contraintes avec lesquelles on joue. C'est-à-dire, le plaisir à lire, c'est jamais un plaisir pur. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de plaisir pur. Le plaisir est un jeu avec des contraintes. Et précisément, quand on prend plaisir à lire, au fond, les grands moments de plaisir en lisant, c'est des moments où finalement on est une sorte de virtuose de la synchronisation entre tous ces rôles, ces voix, ces écoutes, et c'est là où ça marche. Mais ça marche justement en se détachant d'un fond comme ça, d'un arrière-fond qui est difficile, qui est plein de contraintes. Voilà. C'est pas, si vous y pensez, mettez-vous un peu dans la peau d'un anthropologue qui observerait ces étranges êtres que nous sommes, ces êtres qui lisent. C'est quand même extraordinaire ce qui se passe en nous quand nous lisons. Il y a cette voix, il y a cette écoute, il y a cet impératif. Le fait que ça puisse se synchroniser à un moment et qu'on puisse être dans le texte, c'est quand même un fonctionnement d'une complexité extraordinaire. Cette machine lisante que nous sommes, elle est fascinante. Donc voilà, j'essaye de faire émerger tout ça. Et alors peut-être justement, vous avez parlé plusieurs fois de cette notion d'impératif qui est présente donc chez Platon, mais dans quasiment tous les textes que vous étudiez. Plutôt que de savoir qui énonce cet impératif, et on peut peut-être vous poser la question plutôt de quelles sont les différentes modalités de son apparition. Vous avez dit chez Platon, c'est le maître qui ordonne à son esclave de lire. Vous citez en introduction, et vous revenez un petit peu plus tard sur les scènes de tribunaux, des gens qui sont condamnés pénalement, ou en tout cas judiciairement, à lire. Et puis, il existe différentes modalités de dénonciation de cet impératif. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous les décrire ? Absolument. Alors, c'est vrai que je suis tombé, je me souviens de la date parce que ça m'a vraiment frappé, c'était en 2007. Je suis tombé sur un article dans le magazine Courrier International, qui est cette espèce de digest de la presse internationale. Et donc, Courrier International publiait la traduction d'un article paru dans un quotidien libanais portant sur un cas judiciaire en Turquie. C'était deux langues et deux contextes auxquels j'avais absolument pas accès, sauf à travers l'article. Et le cas en question, qui m'a vraiment, vraiment frappé, c'était le cas de quelqu'un qui était condamné à une peine légère pour ébriété sur la voie publique. Donc, je sais pas, peut-être 15 jours de prison. Et puis, sa peine a été commuée en une obligation de lire. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai jamais entendu une chose pareille, que quelqu'un soit condamné à lire. Et en même temps, il y avait quelque chose de fascinant. C'est probablement là, donc 2007, que j'ai commencé à m'intéresser à cet impératif et à cette contrainte qui est à l'œuvre dans la lecture. Et en même temps, ma première réaction, c'était de me dire, bon, j'ai pas accès à l'article original qui était dans un quotidien libanais, je ne sais rien sur ce pauvre, cette pauvre personne condamnée à lire. Peut-être je sais pas, peut-être c'est pas vrai, peut-être ça a été inventé de toutes pièces. Mais je me suis quand même, j'ai gardé ça dans un coin de mon esprit et je me suis mis à chercher d'autres cas. Et en fait, j'en ai trouvé pas mal, y compris d'ailleurs tout récemment, grâce à un libraire dont nous parlions avant de venir ici, un libraire de Tours, le libraire de la librairie Le Livre à Tours, qui m'a indiqué ce roman magnifique d'un auteur mexicain. Le nom de l'auteur, c'est Fabio Morabito.
Et le titre de son roman, traduit aux éditions Corti, il y a quelques années, 2019 je crois, c'est Le lecteur à domicile. Et donc cette fiction, mais qui repose sur un fond, disons, voilà, réel, c'est tout simplement l'histoire du narrateur et principal personnage de ce roman qui a causé un accident, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il est condamné à des travaux d'intérêt généraux, nettoyer des toilettes dans un hôpital, et puis grâce au curé qui est le confesseur de sa sœur, si je me souviens bien, cette peine est commuée en obligation d'aller lire à domicile pour différentes personnes. Bref, il y a toute une série, ou bien aussi pour des crimes beaucoup plus graves. J'ai trouvé, par exemple, c'était très intéressant, dans un journal italien, le cas du client, d'un client, d'une prostituée mineure à Rome, qui a été condamné par la juge, non seulement à une peine de prison et à une amende, mais aussi condamné à acheter des livres pour la jeune femme. Et il y avait, dans les attendus du procès, il y avait la liste des livres, qui étaient essentiellement des livres écrits par des femmes, des livres voilà, faisant partie de l'histoire du mouvement féministe, des livres d'ailleurs extrêmement complexes. Enfin, il y avait Hannah Arendt, une philosophe italienne, Adriana Cavarero, qui est extraordinaire. Voilà, donc si vous voulez, j'ai découvert une espèce, un pan ou la face obscure de la lecture, si on peut dire. C'est-à-dire là où la lecture est en effet une contrainte. Et alors, ce pourquoi ça m'intéressait, c'est parce que ce que j'essaye de faire, c'est à la fois de montrer comment lire, c'est une production, c'est la production d'une synchronie entre les différents rôles dont je vous parlais, mais j'essaye aussi de les isoler, ces différents rôles, et de les étudier chaque fois pour eux-mêmes. Donc je consacre un chapitre à l'anagnoste, je consacre aussi des analyses au rôle de la lectaire ou du lecteur, et puis j'essaye aussi d'isoler ce pur impératif de lecture et de l'étudier, de l'écouter pour lui-même. Donc dans ces situations qui sont un peu des anomalies dans le fonctionnement de la lecture, hein, c'est des sortes d'exceptions, voilà, des bizarreries, des monstruosités même parfois dans l'histoire de la lecture. Eh bien, ce qui se passe, c'est on voit apparaître le pur impératif, parce que par exemple cette personne qui était condamnée en Turquie à lire, eh bien, ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il doit lire. Au contraire, c'est une souffrance pour lui, il s'en plaint même amèrement. L'interview est extraordinaire dans Courrier International. Donc il dit, mais jamais on m'a fait une chose pareille. C'était absolument horrible. Et alors on lui demande, mais qu'est-ce que vous deviez lire? Il dit, par exemple, une grosse biographie de Atatürk. Et il dit, c'était horrible. Enfin, j'ai jamais autant souffert. Mais donc la question, c'est pas le contenu de ce qu'il doit lire, mais c'est la pure force de cet impératif. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est le moment où, dans l'histoire de la lecture, c'est une de ces instances ou un de ces rôles s'autonomise et on voit apparaître dans toute sa pureté et toute sa force aussi, là, le pur impératif. Voilà. Et par exemple, vous parlez de l'impératif catégorique chez Kant, mais ma question porte plutôt sur Sade. Vous dites justement que pour vous, et comme pour de nombreux lecteurs, certaines pages de Sade, et notamment la fin de la philosophie dans le boudoir, sont des pages illisibles car insoutenables, et pourtant nous les lisons. Et là, il n'y a pas de juge derrière nous, il n'y a pas de personne ne nous force à les lire. Donc pourquoi les lisons-nous? Et vous faites un parallèle, il me semble, entre le pur lecteur de Sade et la victime éternelle, expiatoire du roman lui-même, enfin des romans de Sade.
Oui, alors, effectivement, la philosophie dans le boudoir, je ne sais pas combien parmi vous ont lu Sade. Voilà, moi j'ai essayé, hein, et j'ai lu. Je peux pas dire que j'ai lu Sade, d'ailleurs, parce que qui a lu Sade, je ne sais pas. Mais j'ai lu des passages de Sade. J'ai lu en entier la philosophie dans le boudoir, pour ce que ça veut dire. Et je dois dire que la fin de la philosophie dans le boudoir, c'est terrible, hein. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais moi je l'ai lu un peu comme on regarde des films d'horreur, vous savez, en ouvrant, en essayant de filtrer ce qu'on voit avec les doigts. Je ne sais pas si c'est une bonne technique, hein, si vous... et pourtant je l'ai lu. Voilà. Donc, en lisant la philosophie dans le boudoir, la fin, eh bien, je me suis aperçu tout d'un coup que je faisais précisément cette expérience d'être la victime d'un impératif catégorique, qui est en l'occurrence l'impératif catégorique de la lecture, à savoir cet impératif qui me disait « lis quoi qu'il arrive ». Quelles que soient les conséquences, que ce soit supportable, insoutenable, une souffrance horrible ou du plaisir, quoi qu'il arrive, lis jusqu'au bout. Et donc, ça m'intéressait beaucoup, en fait, parce qu'encore une fois, dans cette situation de lecture, je voyais cet impératif catégorique, ça c'est une expression de Kant. L'impératif catégorique, c'est l'impératif moral qui vous dit, même si ça doit te coûter la vie, même si tu dois en souffrir à mort, c'est quelque chose que tu dois faire. Et donc je m'intéresse à cet impératif catégorique dans le cas de la lecture. Je convoque aussi un peu Lacan, qui est pas l'auteur le plus simple à lire, mais enfin j'essaye de frayer mon chemin là-dedans, parce que Lacan a quand même ce texte génial qui s'appelle Kant avec Sade, et donc il dit qu'au fond, ce que Kant appelait l'impératif catégorique, c'est ce qu'on retrouve chez Sade. C'est-à-dire que l'impératif catégorique, finalement, dicte d'aller jusqu'au bout, exactement comme les tortionnaires de Sade vont jusqu'au bout, à la limite même au-delà de l'existence physique de leurs victimes. Qui deviennent d'ailleurs interchangeables. Et enfin, voilà, il faut le faire. Il faut purement le faire. Et donc, non seulement les textes de Sade parlent de ça, mais au fond, en les lisant, nous-mêmes en tant que lecteurs, nous faisons l'expérience de quelque chose de cet ordre, parce que face à des passages absolument insoutenables, il y a quelque chose en nous qui nous dit, bien, lis quand même, voilà, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, il faut lire. Et puis, sans parler du fait que ça m'intéressait aussi beaucoup. Chez Kant, eh bien, l'impératif catégorique, ça c'est dans la critique de la raison pratique, Kant le décrit, cet impératif catégorique, comme une voix, précisément. Enfin, il dit que c'est un peu comme une voix intérieure, et il utilise même un adjectif en allemand qui est vraiment incroyable. C'est souvent pas très bien traduit, et on perd la force ou la violence de cet adjectif. Kant utilise un adjectif qu'on peut traduire littéralement par... C'est en un seul mot en allemand, unüberschreibar, et ça veut dire littéralement impossible à couvrir par des cris. Unüberschreibar. Donc cette voix qui est celle de l'impératif catégorique en vous, qui vous dit fais ceci, eh bien vous ne pouvez pas la couvrir par des cris. Alors là déjà, dans cet adjectif, il y a tout Sade qui est là. Voilà. Et alors moi, ça m'intéressait justement que cet impératif soit décrit chez Kant comme une voix qui est tout le temps là et qui, disons, je le dirais peut-être comme ça, une voix qui est tout le temps présente, impossible à couvrir, et qui s'entrelace ou s'entretisse dans l'expérience de la lecture avec ces autres voix, que sont celles de l'anagnoste, qui donc lit, et je dirais la voix du lecteur ou de la lectaire qui de temps en temps interrompt, commente, voilà, on peut dire répète, recommence, j'ai pas bien écouté, etc. Donc il y a une sorte de tissage des voix. C'est peut-être ça, comme ça qu'on pourrait décrire la lecture, tissage des voix dans lequel
l'impératif de lecture est une sorte de fil rouge qui se faufile. Voilà. Oui, d'ailleurs, le motif de la couture est littéralement présent dans la fin, justement, des scènes, et vous en parlez de ce... et matériellement, les 3 petits points, l'usage des 3 petits points, etc., pour décrire les scènes de couture. Et en avançant dans le livre, au-delà de l'impératif, votre théorie... votre anagnosologie, c'est un terme que vous empruntez à Roland Barthes, donc analyse théorique, théorie de la lecture, se déplace vers une sorte de lecture infinitive, hein, une lecture qui se détache du texte. Et c'est notamment dans le chapitre qui s'appelle « Lire, lier et délier ». Lire et lier sont des verbes qui ont une origine commune. On retrouve là aussi le tissage. Et notamment, vous parlez par exemple de Maurice Blanchot qui parle, lui, de lecture infinie, ou de Michel de Certeau qui parle de lecture absolue, dans lequel le texte lui-même, finalement, quasiment disparaît. Alors, qu'est-ce qu'une lecture sans texte, selon eux et selon vous ? Alors, oui, il y a toute une ruche de questions là-dedans, ou un essaim de questions dans ce que vous dites très très justement, et peut-être, voilà, pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas lu le livre, bien sûr, je vais essayer peut-être de les déplier un petit peu, et peut-être repartir simplement d'une phrase d'un auteur que j'aime énormément, qui est Italo Calvino, et d'une phrase dans un texte de Calvino que vous connaissez peut-être, qui s'intitule « Si par une nuit d'hiver, un voyageur ». Et cette phrase, c'est la première phrase du texte. La première phrase du texte, l'incipit, comme on dit en littérature, et qui pour moi, cet incipit, d'ailleurs, il est à l'égal des grands incipits de l'histoire de la littérature. Hein. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, appelez-moi Ishmaël, enfin, il y a tous ces grands commencements qui sont magnifiques. Cette phrase, eh bien, c'est « Tu es sur le point de commencer à lire le roman d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver, un voyageur ». Ça, c'est la première phrase de Si par une nuit d'hiver, un voyageur. Tu es sur le point de commencer à lire le roman. Et cette phrase, elle m'a hanté, elle me hante toujours, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase ? Elle dit précisément cet écart, c'est-à-dire en fait ce retard et cette avance du lecteur sur lui-même. Quand vous lisez cette phrase, tu es sur le point de commencer à lire quoi ? Ce que tu viens de commencer à lire, mais que tu n'es pas encore en train de lire. Voilà. Donc cette phrase, elle déplie dans son espace de phrases avec une simplicité et en même temps une force incroyable. Elle déplie précisément cet espace qui est celui de, je dirais, de l'élasticité temporelle des lecteurs que nous sommes. Nous sommes déjà en train de faire quelque chose que nous ne faisons pas encore. C'est ce dont je parlais tout à l'heure en termes de synchronisation de toutes ces voix qui nous habitent. Or, et donc là, on fait un pas de plus, effectivement, et le livre fait à peu près à la moitié du livre, hein, j'essaye de faire ce pas. Qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire ce retard ou cette anticipation ? Ça veut dire qu'il y a de la lecture, il y a de la lecture qui est en cours, mais je n'en suis pas encore tout à fait le sujet, au sens où voilà, tu es sur le point de, donc quelque chose de l'ordre de la lecture a commencé, mais ça n'est pas encore tout à fait moi qui pratique ou performe ou opère cet acte de lecture. Je suis sur le point de me rejoindre en tant que lecteur, c'est-à-dire sur le point de synchroniser ces voix que je suis. Alors cette phrase, je la mets en rapport avec un autre moment magnifique dans Si par une nuit d'hiver, un voyageur, un chapitre beaucoup plus loin, où il y a un personnage qui est un écrivain irlandais, si je me souviens bien, qui dans son carnet de notes imagine, souhaite plus exactement, qu'on puisse un jour conjuguer le verbe lire sous la forme il lit
mais à condition d'entendre ce syntagme, il lit, comme on dirait il pleut, ou il neige, ou il vente. Donc ça lit. Voilà. D'ailleurs, en italien, c'est encore mieux, parce qu'en italien, vous n'avez pas besoin de mettre le sujet. En français, quand vous dites il pleut, c'est évidemment un sujet impersonnel, neutre. C'est ni elle ni lui, même si on dit il en français, mais c'est une sorte de ça lit. Voilà. Et en italien, il n'y a pas besoin. Vous dites tout simplement, pour dire il pleut dehors, vous dites piove. Voilà. C'est juste le verbe, donc il n'y a même pas de sujet. Et alors ça m'intéresse beaucoup parce que, au fond, si on dit que quand nous lisons, nous sommes cette pluralité de voix qui ne sont pas nécessairement encore synchronisées, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la subjectivité au sens de la conscience de soi, au sens où un sujet peut dire je fais ceci, je suis responsable de cela, je suis moi-même, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de la subjectivité dans ce sens-là, qui échappe dans l'acte de lecture. Si ça commence à lire en moi, mais moi je ne fais pas attention, alors je ne peux pas exactement dire je lis au sens plein du pronom je. Voilà. Donc ça m'intéresse beaucoup, cette il lit ou ça lit. Et je crois que j'ai perdu le fil je me souviens plus. On va progressivement vers la lecture infinie, la lecture absolue, voilà. Des lectures qui se détachent du texte. Effectivement. Vous m'interrogiez sur cette expression qui est celle de Michel de Certeau, la lecture absolue. Alors, la lecture absolue, pour comprendre ce que Michel de Certeau, qui est l'auteur de peut-être ce qui, à mes yeux, sont parmi les deux plus grands textes vraiment de théorie et d'histoire de la lecture que je connaisse. Il y en a un absolument magnifique qui se trouve dans le recueil intitulé L'invention du quotidien. Et le titre du chapitre consacré à la lecture, c'est Lire, un braconnage. Et puis il y a un autre texte qui s'intitule justement La lecture absolue, dans un autre recueil. Alors, absolu, peut-être vous entendez dans ce mot, vous pouvez entendre dans ce mot son origine, son étymologie. Absolu, ça veut dire détaché, délié en fait. Donc c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs le mot absolu pour dire dans l'absolu, c'est-à-dire en soi, en étant détaché de tout ce qui peut contraindre, tout ce qui peut rattacher une notion, un concept, une chose à son contexte empirique. Voilà. Donc absolu en tant que délié ou détaché. Alors ce que Michel de Certeau appelle la lecture absolue, c'est, il prend l'exemple des mystiques. Il parle de Thérèse d'Avila, Jean d'Avila, et c'est très beau ce qu'il en dit. Il décrit finalement le geste de lecture de ces mystiques, c'est-à-dire le moment où la lecture, qui est d'abord ancrée dans le livre, dans le texte, la lecture décolle. La lecture devient déliée justement du texte, c'est-à-dire que lire, ça devient on part ailleurs. Voilà. On lit et puis tout d'un coup, à un certain moment, la lecture se détache, se délie du texte. Mais, et c'est ça c'est pas simplement qu'on arrête de lire. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce moment sur lequel Michel de Certeau s'arrête avec tellement de génie, je trouve. C'est que il essaye de saisir ce moment où la lecture est encore une lecture. C'est-à-dire elle est encore un peu dans le texte, mais elle est en train de partir ailleurs, peut-être vers la prière, mais on pourrait imaginer plein d'autres choses. Enfin, la prière dans le cas des mystiques, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc, ce qu'il essaye de saisir par cette expression, c'est ce que j'appelle, pour la rendre aussi tangible, c'est le cas de le dire, c'est le moment où la lecture devient tangente au texte, voilà, où la lecture frôle, est encore prise dans le texte, mais elle est déjà en train de partir ailleurs. C'est ces moments un peu grisés, justement, que j'essaye de traduire dans la typographie. Et donc, ces moments
où finalement la lecture devient une sorte de pur mouvement qui va au-delà du texte, qui est en train de dépasser le texte, en train de décoller du texte. Et donc, c'est des moments où ça lit, des moments où lire se conjugue un peu comme il pleut, donc il lit, mais c'est pas moi qui lis, et puis je ne lis pas quelque chose, mais il y a du mouvement de lecture avant moi, après moi, et c'est en fait sur ce mouvement de lecture que, en tant que lecteur, eh bien, je me synchronise quand je commence à lire. Et je crois que, là je le dis en termes assez abstraits, qui sont ceux de Michel de Certeau, qui sont en même temps aussi très, très justes, je trouve, et très beaux, ces termes qu'il utilise. Mais je crois qu'on peut tous, en tournant nos oreilles vers l'intérieur de cette expérience qu'on fait en tant que lecteur, on a tous vécu des moments comme ça, où on ouvre un livre, il y a de la lecture qui a commencé, mais on n'est pas vraiment dedans, ça lit. Et puis on se synchronise sur ce mouvement et voilà, on est parti. Et puis ça peut continuer à lire sans nous. C'est les moments où on décroche, dont je parlais au début. Donc voilà, ça c'est la lecture absolue au fond, selon Michel de Certeau. C'est une des nombreuses expressions que j'essaye de mettre, de poser sur ces phénomènes de désynchronisation, de déliaison temporelle dont nous sommes le théâtre quand nous lisons. Voilà, j'essaye de trouver toute une constellation comme ça de mots ou d'expressions pour décrire ça. Alors, le temps passe, j'ai encore des questions, mais peut-être parmi vous, il y a aussi des lecteurs du livre déjà, ou alors des gens qui ne l'ont pas encore lu, mais qui voudraient rebondir sur ce qui a été dit. N'hésitez pas. Je disais juste que j'ai découvert du coup votre livre uniquement ce matin et je voulais savoir si est-ce que pour vous le théâtre par exemple c'est une forme de lecture à voix haute, parce qu'on parle beaucoup des concours à voix haute aussi, de lecture à voix haute en ce moment. Enfin, j'en entends beaucoup parler et je me demandais si le théâtre, enfin pour moi je pensais que c'était une lecture des textes justement à voix haute mais sur scène, et ça m'a fait penser à ça quand vous disiez que quand vous dites que nous-mêmes, on est en fait un genre de théâtre, je ne sais pas trop comment m'exprimer, mais voilà, je sais pas si... Non, mais c'est tout à fait juste ce que vous dites. Oui, je serais assez d'accord. Disons que, en principe, on distingue le théâtre de la lecture. D'ailleurs, on dit souvent qu'on va faire au théâtre une première lecture du texte, mais ce n'est pas encore vraiment du théâtre, c'est un préparatif pour ou en vue de la représentation. J'ai aussi entendu le terme, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mise en voix. On parle de ça, où les comédiens font une première lecture. Voilà. Donc en principe, on distingue, mais justement, puisqu'on parle de première lecture en vue de la mise en scène, ça veut déjà dire qu'il y a une zone frontalière ou contiguë où en fait le domaine de la lecture et le domaine du théâtre se jouxtent. Enfin, voilà, il y a une zone un peu indiscernable entre les deux. Donc je ne suis pas en train de dire que le théâtre et la lecture c'est la même chose, mais je dis simplement qu'il y a une sorte de no man's land conceptuel entre les deux, voilà, où on ne sait pas très bien si on est dans la lecture ou dans le théâtre. Et le livre audio, alors c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, le livre audio en est vraiment un exemple très frappant. D'abord parce qu'il y a toute une gamme de solutions qui sont adoptées selon les éditeurs, selon les choix, etc., pour réaliser un livre audio. Donc il y a des livres audio qui sont confiés à plusieurs voix, des voix qui vont interpréter des personnages. Et là, on se rapproche du théâtre. Il peut y avoir aussi une musique qui est pratiquement une musique de scène, des bruitages, donc toute une mise en scène sonore, au fond. Et c'est le cas de certains livres audio. Dans d'autres cas, en fait, il y a une seule voix qui lit du début à la fin, avec des adaptations. C'est intéressant. J'ai été voir, en fait, il y a quelques jours,
un comédien que j'ai rencontré lors d'une présentation comme ça dans une librairie à Paris, et donc je lui ai demandé si je pouvais aller l'écouter, parce que c'est quelqu'un qui enregistre souvent des livres audio. Il en fait en gros un par mois, et donc j'ai été l'écouter. Il était en train de lire, figurez-vous, un essai de David Graeber, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le dernier livre de David Graeber qui s'intitule, je crois, La fausse monnaie de nos rêves, une théorie anthropologique de la valeur. Voilà. Et donc il lisait ce texte avec toutes sortes d'adaptations qu'on est obligé de faire. Par exemple, quand David Graeber dit « comme je l'ai montré plus haut », en fait, c'est comme je l'ai dit précédemment, où les citations, enfin les notes de bas de page ne sont pas lues, ou ça dépend d'ailleurs. Donc il y a toutes sortes de décisions à prendre, des décisions, je dirais, éditoriales, pour transformer le livre écrit en cette espèce de théâtre vocal quand même, qu'est la lecture. Et puis après, il y a la question de ce théâtre que nous portons en nous. C'est-à-dire qu'en fait, si je pense au dialogue de Platon, auquel je me réfère beaucoup, pas en général, mais dans les moments précis où on y trouve des scènes de lecture, justement, les dialogues de Platon, c'est un peu du théâtre. Voilà, il y a des personnages qui se parlent, et donc ces moments de théâtralité de la lecture, qui nous apparaissent comme tels à nous, qui lisons silencieusement aujourd'hui, je fais l'hypothèse qu'on les porte en nous, justement. Donc on a un petit théâtre intérieur quand on lit. Parce que moi, je sais que les livres audio, par exemple, j'ai un ami non-voyant qui est pas ici, mais ça l'avait fait rire quand j'avais parlé de... Il me disait, je lis des livres audio. Et moi, ça m'avait fait rire parce que je l'avais décrit, j'avais pas dit livre audio comme nom, j'avais dit le livre qui parle, ou une voix qui fait parler le livre, en fait. Et ça l'avait fait rigoler parce qu'il m'a dit, mais le livre qui parle, c'est un livre audio. Et moi, j'avais pas fait le rapprochement, justement. Mais ça l'avait vraiment fait rire, en fait. Et puis moi, je voyais pas je voyais pas ce qu'il y avait de drôle dans ce que j'ai dit. Et c'est après, quand mon esprit a fait le lien entre, du coup, le livre qui parle et le livre qu'on écoute, je me disais, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Enfin, Oui. je me retrouvais un petit peu ridicule. Et il m'a dit, mais... Après, c'est toi qui es littéraire et moi non. Mais du coup, je me suis sentie un peu... Je me suis dit, mais en fait, oui, il a raison, c'est un livre... Je lui ai dit, il faudrait qu'on fasse des livres qui parlent pour les gens non-voyants. Et il m'a dit, mais ça existe déjà et ça s'appelle le livre audio. Mais je pense que ce n'est pas du tout ridicule, parce que, figurez-vous, peut-être vous le savez d'ailleurs, mais enfin, je me suis intéressé assez récemment à l'histoire du livre audio. C'est un peu à l'arrière-plan du livre, et puis je m'y intéresse de plus en plus. Mais le livre audio est apparu avec l'enregistrement, bien sûr. Mais bon, quand Edison invente le phonographe, en fait, il y a un texte d'Edison dans les années, je dirais fin 1898, quelque chose comme ça, où il envisage explicitement les usages du phonographe pour la lecture, pour se faire lire en fait des textes dans des situations où les gens ne peuvent pas lire parce qu'ils sont occupés à autre chose. Mais le livre audio, je dirais, enfin c'est comme industrie ou voilà, comme quelque chose d'assez répandu et systématique. C'est une histoire qui commence dans les années 30 et qui commence justement pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. C'est une histoire au départ américaine. Et ça s'appelait, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pas du tout ridicule ce que vous disiez, les premiers livres audio dans les années 30 s'appelaient Talking Books, donc c'était les livres parlants. Et il y a des documents absolument passionnants sur ces premiers temps du livre audio. Il y avait une revue, d'ailleurs, dont on peut trouver en fait les archives en ligne, d'ailleurs. Cette revue s'appelait Talking Book, quelque chose, Journal, ou quelque chose comme ça. Et il y a des articles passionnants, comment bien lire un livre, etc. Et puis, finalement, je dirais que le livre audio, c'est probablement dans les années 50, il se détache de cette fonction
on va dire, supplétive au départ, hein, à l'attention des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et le livre audio prend son envol autonome, en quelque sorte. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de personnes qui écoutent des livres audio. Voilà. Et excusez-moi, j'avais une dernière question par Allez-y. rapport à la... j'avais une amie qui me disait c'était par rapport à la poésie cette fois-ci, où elle me disait que les livres de poèmes, c'était des livres qui se récitaient et non qui se lisaient, en fait. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus ou pas. Bon, moi, j'ai pas dit trop mon avis là-dessus, mais... Ça, c'est vraiment intéressant que vous me posiez cette question parce que on me l'a posé plusieurs fois. Et c'est vrai que, par exemple, là dans le livre, je ne parle pas de la lecture de la poésie spécifiquement, comme un type de lecture qui poserait des problèmes spécifiques et non généraux. Voilà, je parle de la lecture. La lecture, d'ailleurs, je ne distingue pas vraiment entre la lecture d'un texte littéraire ou d'un texte théorique ou philosophique. Voilà. Je parle en fait comme je disais, de l'expérience, presque de cette phénoménologie de l'acte de lecture. Qu'est-ce qui se passe en nous en termes de voix? Et en même temps, quand on m'a posé la question, ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas, juste dans les termes qui sont ceux de mon enquête, voilà, c'est-à-dire dans les termes de cette vocalité, ce petit théâtre vocal que serait l'acte de lecture, est-ce qu'il y aurait quelque chose de spécifique à la lecture poétique? J'y réfléchis, je ne saurais pas vous dire. Probablement, il y a quelque chose, effectivement, dans la poésie de l'ordre de la... Je ne voudrais pas m'avancer trop. Dans mon expérience, en tout cas, de la lecture poétique, il y a quelque chose de l'ordre de la brièveté. Voilà, moi, je ne peux pas lire de la poésie comme je lis un roman. Je ne peux pas lire tout un recueil de poésie, et même deux de suite, alors que ça pourrait éventuellement m'arriver avec certains récits. Voilà. Et donc, cette brièveté, probablement, elle entraîne des effets de mémorisation, de boucle, d'interruption, qui peut-être soulèveraient des problèmes spécifiques en termes de... si je les traduis dans les termes de ce théâtre vocal dont j'essaie de vous parler, donc des problèmes spécifiques concernant, par exemple, l'avance et le retard, la synchronie, cette voix qui lit et la manière dont on l'écoute. Voilà, probablement il y a des configurations spécifiques. Moi, j'avais juste une question. J'ai votre livre, mais je ne l'ai pas encore lu. Et ça va se faire très vite maintenant. Mais il y a quelque chose en vous écoutant qui me frappe. C'est la question de la lecture profane. Je veux dire, à partir du moment où on est dans une lecture qu'on va caractériser rapidement de sacrée, est-ce que l'ordre des voix, enfin pas l'ordre, mais les trois voix au moins qu'il a, qui sont actrices de notre expérience de la lecture, dès lors, je pense aux lectures talmudiques notamment, mais on pourrait étendre l'exemple, est-ce que quelque chose ne vient pas totalement changer ce que vous essayez de nous faire entendre, en quelque sorte? Ah oui, ça, c'est une belle question. Alors, c'est vrai que j'essaye d'improviser une réponse. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment. Voilà. Ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est que dans la lecture sacrée, alors peut-être il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle lecture sacrée. Est-ce que ça veut dire que le texte est sacré, ou est-ce que c'est la lecture, l'attitude lisante qui relève de la sacralité? Parce qu'on peut sacraliser un texte qui n'est pas considéré comme un texte sacré. Mais je suppose qu'en posant la question, vous pensiez à des textes qui sont considérés comme des textes sacrés, non? La Bible, le Talmud, le Coran. Voilà. Alors je dirais que dans le cas d'un texte sacré, dans ce sens-là, il y a probablement, déjà, il faudrait commencer par dire qu'il y a probablement une survivance plus longue et une résistance plus forte de la lecture oralisée
à voix haute que dans le cas de lecture de textes profanes. Je veux dire par là tout simplement qu'il y a une tradition qui se maintient dans la plupart dans les 3 religions monothéistes, je suppose que c'est le cas. Donc on lit à haute voix, non ? On psalmodie, on récite, alors que c'est pas le cas, ou c'est plus trop le cas, quoique ça l'est encore, mais enfin, voilà, ça l'est moins majoritairement dans le cas de textes dits profanes. Non ? Je crois qu'on peut s'accorder là-dessus. Donc il y a une tradition de la récitation, c'est-à-dire de la lecture à haute voix, du coup, avec une présence explicite de ces différents rôles dont je parle, l'anagnoste, qui peut être l'officiant, pour le coup, non, qui lit le texte à haute voix, les lecteurs, qui seraient l'assemblée des fidèles écoutant la lecture à haute voix du texte, et puis l'impératif de lecture, eh bien ça, vous savez, il y a dans le Coran, il y a une sourate, je ne sais plus laquelle, où le prophète est celui à qui on adresse, à qui eh bien, Dieu lui-même adresse cet impératif de lecture et qui dit au prophète « lis ». Et la Bible est pleine de ces moments où on voit apparaître l'impératif de lecture qui est généralement... non, ça peut être un personnage biblique qui le prononce, mais probablement on peut aussi le faire remonter à quelque chose de l'ordre d'un impératif divin. Donc, je dirais que ces 3 rôles sont présents peut-être de manière beaucoup plus explicite et beaucoup plus immédiatement visible et audible que dans le cas de la lecture, disons, profane, c'est-à-dire littéraire ou de texte philosophique ou théorique. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça serait... Oui, d'ailleurs, ça rejoint, me semble-t-il, le thème de la lecture absolue dont vous parliez. Et à ce propos, je pensais, quand vous en parliez, à cette phrase que je trouve très poétique, je crois que c'est Lévinas qui l'a dite. Un mot est un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur pour s'envoler. Je trouve ça très très beau. Voilà, je voulais juste partager. Merci beaucoup, c'est très beau. Vous vous souvenez où Lévinas dit ça? Non, je chercherai. Je penserai à ce que vous venez de nous dire. Je crois qu'il y avait... Non, pour rester sur ce thème de la lecture intérieure et à haute voix, je me demandais pourquoi vous disiez que la voix du lecteur n'est pas sa propre voix. Parce que moi, j'ai remarqué, quand on lit intérieurement, on entend une voix, moi que j'identifie à la mienne, avec une certaine musique. Mais il y a la voix en tant que sonorité et la voix en tant qu'interprétation. Et j'ai remarqué plusieurs fois qu'il y avait vraiment une rupture quelquefois quand on entend quelqu'un, un interprète, un comédien, lire ce qu'on a soi-même déjà lu pour soi-même et qui n'a rien à voir avec la lecture qu'on a eue. Alors quelquefois, je trouve insupportable d'entendre lire des textes que moi j'ai lus d'une façon que j'aime pas du tout. Et j'ai 2 expériences de lecture intérieure et à voix haute. Un livre que j'avais trouvé terriblement difficile, douloureux, que j'ai entendu ensuite lu par une comédienne et j'étais pliée de rire parce qu'elle l'avait interprété d'une façon qui ne m'avait pas effleurée. Et l'inverse, moi ayant trouvé vraiment très drôle, ayant très envie enfin jubilant à certains passages de lecture d'une ironie un peu noire, que j'ai dû lire à haute voix à un non-voyant, je n'arrivais pas à le lui lire parce que je trouvais que c'était atroce. Et je trouve que cette question de l'interprétation,
elle est vraiment très importante dans la lecture. Et elle est contradictoire avec la lecture intérieure. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Alors déjà, le mot interprétation que vous utilisez, ça c'est vraiment une question cruciale. Je dirais la manière dont vous l'avez utilisé, et je suis très content que vous l'ayez fait comme ça. Pour moi, j'entends le sens que vous donniez au mot interprétation presque plus comme une interprétation musicale que comme une interprétation au sens de l'herméneutique, au sens où il faudrait justement déchiffrer le sens et comprendre. Parce je ne dis pas qu'il ne faut pas comprendre en lisant, hein, bien sûr, mais là, ce dont on est en train de parler se situe en deçà de la question du sens. Donc, quand vous parlez d'interprétation, on est bien d'accord, il s'agit de comment je phrase, en fait, comment je vocalise, comment je ponctue les pauses, la voix qui monte, qui descend, donc l'interprétation au sens musical. Alors, la question que vous posez, donc vous dites que la voix que vous entendez en vous, après vous prenez aussi l'exemple de quand vous lisez à haute voix pour quelqu'un, et je me demande d'ailleurs si quand vous lisez à haute voix, cette écoute de la voix lisante change. En tout cas, donc vous disiez la voix que vous entendez en vous, c'est votre voix à vous. Bien sûr, je peux pas ne pas être d'accord avec vous parce que c'est pas, voilà, on n'est pas, enfin, elle vient pas de je ne sais où cette voix. Elle surgit, elle s'élève en nous. Mais en même temps, moi, j'insisterai quand même pour faire place dans cette voix qu'on entend en nous à quelque chose qui, fondamentalement, est de l'ordre de la ventriloquie. Au fond, prenez une expression toute simple comme prêter sa voix. Bien sûr, c'est vous qui prêtez votre voix, votre corps. On le voit dans les dialogues de Platon, le Phèdre est magnifique. Phèdre, le personnage, lit à haute voix un texte, mais c'est pas lui qui parle, c'est son maître, Lysias, dont il lit le texte. Alors peut-être que le timbre de sa voix, il y a évidemment quelque chose qui est ancré dans le corps de la lectrice ou du lecteur, et en même temps, c'est quand même fondamentalement une voix étrangère qui vous traverse. Et d'ailleurs, je prends un autre exemple qui est celui de ce roman de Fabio Morabito dont je parlais, le lecteur à domicile. C'est un magnifique roman et c'est une étude très très fine au fond, une écoute presque très très fine par moment de ce qui se passe dans des situations de lecture à haute voix comme celle que vous mentionniez. Je suis en train de lire à quelqu'un. Et bien souvent, le narrateur, donc qui est l'anagnoste lecteur, est en train de lire et tout d'un coup il perd le fil, il comprend pas, il comprend plus ce qu'il lit parce qu'il écoute sa voix. Et donc quand il écoute plus sa voix, quand c'est plus sa voix, là il se raccroche au texte. Donc il y a quelque chose quand même au cœur de l'acte de lecture, dans ce rapport que nous avons à la voix qui lit en nous, qui est bien sûr de l'ordre de l'identité, c'est ma voix, mais qui est aussi en même temps fondamentalement de l'ordre d'une différence. Parce que si je l'écoute trop, je n'entends plus. Et donc, il y a un écart. Voilà, dans l'acte de lecture, je crois qu'il y a fondamentalement un écart qui nous habite. Et peut-être pour dire une dernière chose de la manière la plus simple possible, le fait même qu'on puisse grammaticalement dire « je m'entends lire », le fait même qu'on puisse utiliser ces deux pronoms, je, M', entend lire, ça veut dire que le je qui lit et le je qui entend ne sont pas exactement les mêmes. Et d'ailleurs, quand ça ne marche pas, c'est-à-dire quand je lis en moi, et en même temps je ne m'écoute pas lire, je me perds, comme le cas de Fabio Morabito, ou comme ça nous arrive à tous, justement, c'est là où on se rend compte que, bon, je peux dire que c'est ma voix, mais en fait, c'est pas tout à fait moi qui lis, puisque je n'écoute pas. Voilà, donc je suis distant de moi-même. Voilà, et je veux pas exagérer cette distance. C'est pas une schizophrénie, bien sûr. C'est quand même moi qui lis, mais l'expérience de la lecture, c'est quand même aussi cette étrangeté à soi. Et c'est ce qui fait aussi la beauté, je crois, de cette voix qui s'élève en nous et qu'on reconnaît sans vraiment la reconnaître
qu'on vit, enfin dont on fait l'expérience en tant que pas tout à fait la nôtre. On va prendre peut-être une dernière question et puis ensuite on pourra passer à un échange plus informel. Merci. La question qui a été soulevée tout à l'heure du livre qui parle me semblait très intéressante et j'ai compris un peu le dilemme que vous vous posiez, parce que mademoiselle a quand même résisté fortement à cette espèce de volonté de réduire au livre audio ce livre qui parlait. Or, justement, le livre se présente comme une sorte de partition que le lecteur va interpréter, ce qui fait que le lecteur plus exactement, qui est aveugle, qui ne lit pas, va être non pas le véritable lecteur, il va passer par un crible qui lui sera présenté et qui va varier selon, évidemment, le lecteur qui aura fait ce livre audio qui est un produit dérivé. Mais à mon avis, se pose en amont un problème bien plus fondamental, c'est que le livre qui parle, peut-être a-t-il existé. Parce que si vous voulez, dans la démarche que vous avez adoptée, votre point de départ, c'est le livre. Donc c'est un livre qui appartient à une tradition écrite. Mais dès que vous posez la question de la littérature, évidemment, vous êtes obligé de prendre en considération l'existence de la littérature orale et donc du livre qui parle. C'est là que vous avez effectivement ce livre qui parle, qui existe si bien que, par exemple, alors bien entendu, il y a les civilisations qui ne sont pas dotées d'un langage, qui vont adopter une littérature orale, mais il y a également des civilisations qui connaissent l'écrit, mais qui adoptent aussi une littérature orale, ne serait-ce que la littérature française à l'époque de l'épopée. Donc cela m'intéresserait beaucoup, évidemment, de connaître un peu la façon dont vous aborderiez ce problème. Évidemment, je suis conscient qu'on sort du cadre de la lecture. La lecture ne se pose plus. Mais malgré tout, il y a le même rapport qu'il y a entre un lecteur et un livre, c'est celui, bien entendu, du destinataire, de celui qui écoute l'orateur, enfin comment dirais-je, le chantre, enfin il y a des termes, pas le marabout, mais dans la littérature africaine, il y a un rôle qui est... Le griot. C'est le griot. Le griot qui est dévolu à des personnes bien spécifiques qui ont une mission en quelque sorte sociale. Voilà. Tout à fait. Effectivement, là, on se retrouve avec votre proposition de nouveau dans un domaine limitrophe, c'est-à-dire de la même manière qu'on parlait de là où théâtre et lecture jouxtent leur domaine réciproque. La littérature orale nous fait sortir du domaine strict de la lecture. Il ne s'agit pas de lire un texte qui probablement d'ailleurs n'existe pas ou qui pourrait être fixé après coup. Donc on ne pourrait pas, à strictement parler, utiliser le mot lecture. Mais ça pose un problème, ça pose toutes sortes de problèmes en fait, mais qui c'est vrai, qui nous font sortir un peu du champ de la lecture stricto sensu. Oui, je suis en train de penser à une chose qui n'est pas exactement une réponse à votre question, parce que je vais peut-être, je vais pas improviser des choses sur la littérature orale, qui est une question passionnante, sur laquelle il y a des livres tout à fait extraordinaires. Je pense en particulier à Paul Zumthor, ou enfin à des médiévistes justement qui se sont penchés sur ces questions-là. Voilà, Homère après tout. Donc je ne vais pas me lancer dans un domaine que je ne connais pas ou mal, mais j'ai juste envie de vous dire une chose qui va peut-être nous ramener vers la question du livre audio. En regardant un peu l'histoire du livre audio et des situations très concrètes dont on a des témoignages dans les années 50 aux États-Unis, quand le livre audio commence vraiment à devenir une forme autonome, je dirais, quelque chose qui existe en soi et pour soi. Il y a des livres qui paraissent, qui sont des manuels
souvent, certains sont écrits par des gens qu'on appelle aujourd'hui des réalisateurs audio, des gens qui fabriquent des livres audio. Et donc avec des conseils, comment bien réaliser un livre parlant, un talking book. Et ce qui m'a frappé dans un de ces livres, qui est un petit manuel d'une 20aine de pages, c'est que le conseil qui est donné, c'est d'avoir toujours quelqu'un dans le studio d'enregistrement qui tient le texte en main et qui vérifie en quelque sorte que ce qui est lu par le comédien ou la comédienne correspond bien au texte. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai pu moi-même vérifier quand je suis allé écouter mon récent ami comédien l'autre jour en studio. Il y avait le réalisateur audio qui avait sur un écran le texte qui défilait et puis de temps en temps il disait non mais là tu as oublié une virgule, il faudrait que tu fasses une pause, non là tu as sauté un mot, etc. Et alors ce qui est très intéressant dans ces manuels de réalisation du livre audio que j'ai pu trouver dans les années 50, c'est qu'il y a un terme qui est utilisé pour la personne qui est là dans le studio et qui a ce rôle de vérifier la conformité au texte. Et ce terme, c'est en anglais copy holder, celui qui tient l'exemplaire. Voilà. Et ça, c'est un rôle qui tient l'exemplaire, c'est-à-dire c'est le gardien du texte, en gros. Hein, c'est celui qui protège et vérifie la conformité au texte. Et en lisant ça, je me suis dit, j'ai réalisé qu'en fait, le gardien du texte, le copy holder, c'est une sorte de lecteur dans le studio. C'est la personne qui est là, mais c'est en même temps aussi un lecteur. Il y a plusieurs rôles en un finalement. C'est quelqu'un qui écoute le texte en train d'être lu, mais c'est aussi quelqu'un qui lit pour lui-même, sans passer par la voix de l'autre. Donc c'est un rôle double. Non ? Il écoute quelqu'un lire et puis il lit pour vérifier. C'est d'ailleurs ce que je faisais l'autre jour en écoutant mon ami comédien en train de lire, parce que j'avais moi aussi le texte sous les yeux. Et je me suis demandé, mais finalement ça, je me disais, c'est probablement quelque chose qu'on fait, même si on n'a pas physiquement une copie entre les mains, un exemplaire entre les mains, et même si peut-être on n'a même pas lu le texte qui est en train d'être lu. Je veux dire par là, si vous allez écouter une comédienne, un comédien qui est en train de lire un texte que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas le livre entre les mains, mais vous allez quand même écouter cette personne en train de lire, et vous allez imaginer, projeter, imager, j'ai presque envie de dire, un texte immatériel et inconnu, qui est le texte que vous supposez être derrière cette lecture orale. Donc en fait, on n'écoute jamais simplement juste une voix qui lit, mais en écoutant quelqu'un lire un texte, on écoute et en même temps on suit de manière invisible et sans vraiment le connaître ce qu'on imagine être le texte. Et on est déjà en train de penser si ça c'est le texte que j'imagine, eh bien l'interprétation est plutôt comme ci ou comme ça. Et je crois que donc l'écoute d'un texte lu se divise toujours entre une pure écoute et quelque chose qui est de l'ordre plutôt d'une lecture. Donc je vous dis ça parce que je crois que même dans les cas d'oralité sans référence explicite à un texte écrit, donc je vais écouter quelqu'un qui lit un texte que je ne connais pas, eh bien, comme notre culture de la lecture, comme le sens qu'a le mot lecture pour nous, c'est précisément cette référence, cet ancrage dans un texte, je crois que je projette l'existence d'un texte, même si je ne le connais pas, il me semble. Merci beaucoup, Peter Sandy, pour votre analyse de la lecture et pour vos commentaires. On peut continuer pendant quelques minutes le débat de manière plus informelle. Si vous voulez faire signer un livre, trouver un livre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et merci à vous bientôt. Pour votre invitation et pour votre présence et vos questions. Merci. Le livre de Peter Sandy, Pouvoir de la lecture, est publié aux éditions La Découverte. Peter Sandy est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Écoute, une histoire de nos oreilles en 2001, Tube, la philosophie dans le jukebox en 2008
et pour une écologie des images en 2021. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée le 24 novembre 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio. Thank you.